Bonsoir. Donc, je me présente, donc Christian Galin, médecin allergologue à l'hôpital de Narbonne, exerçant sur le Narbonnais depuis 30 ans maintenant. Et comme quoi, même après 30 ans d'exercice, on arrive à des situations assez originales. C'est la première fois pour moi que je parle en public, mais sans public en chair et en os. Donc, c'est un petit peu original, un petit peu difficile peut-être aussi, donc de pouvoir parler, car interagir avec un public, c'est beaucoup plus facile. Bon, on fait, contre mauvaise fortune, bon cœur, et nous espérons qu'on a passé un petit moment ensemble sur les sujets des allergies au pollen, d'une façon générale, avec une particularité. Est-ce qu'à Narbonne, nous sommes une région particulièrement atteinte d'allergies au pollen? Nous verrons avec notamment le cyprès. Donc, l'intérêt de l'allergie au pollen, lorsqu'on va parler d'allergie au pollen, il faut se poser la question d'abord de quoi est-ce qu'on parle. Diapo suivante. Dans un premier temps, donc, nous allons parler de la définition de l'allergie au pollen et de qu'est-ce qu'une allergie. Une allergie, vous le verrez sur cette diapositive, vous allez avoir un mécanisme d'abord et des symptômes. Donc, diapo suivante. Vous voyez là donc les mécanismes qui correspondent en fait, si vous voulez, à un dysfonctionnement du système immunitaire. L'allergie, c'est l'expression d'un conflit immunitaire, donc il va impliquer votre système de reconnaissance, de défense et de tolérance vis-à-vis de votre environnement. Et dans ce schéma un petit peu difficile, on voit trois zones. C'était un petit peu ce que je voulais démontrer là, c'est que d'abord, il faut qu'il y ait une phase dite de sensibilisation. On ne peut pas être allergique à une girafe si vous n'avez pas de girafe à la maison. Donc, pour devenir allergique à quelque chose, il faut être en contact. C'est impossible autrement. Donc, le système immunitaire doit, dans un premier temps, rentrer en contact, reconnaître. S'il reconnaît, il tolère. Mais parfois, ce processus est altéré. Et dans ces cas-là, on va arriver à des fabrications d'anticorps inadaptés. Ce sont des anticorps de type antiparasitaire, des immunoglobulines E, qui vont être responsables lors d'un nouveau contact, d'une réaction avec l'allergène. Ainsi, donc, quand vous allez avoir un contact avec l'allergène, ce dernier qui est fixé sur une cellule va la faire exploser, libérer de l'histamine, et les allergiques connaissent bien l'histamine pour prendre des antihistaminiques pour soulager, et cette histamine va être à l'origine d'une inflammation, d'une irritation nerveuse et de manifestations cliniques immédiates. Diapo suivante. Donc, vous voyez ici, sur le plan clinique, c'est essentiellement des éternuements, qu'on appelle des rhinites, pas des mange, ce sont des urticaires, de l'eczéma, puis ça pique au niveau des yeux, ça pleure, voilà, donc toute une série de symptômes, j'étouffe, donc on parle d'asthme, et donc tous ces symptômes-là sont concentrés chez une seule et même personne, dans une seule et même situation. Elles sont concentrées de façon variable, puisqu'on peut avoir des rhinites essentiellement invalidantes avec un nez bouché, on le verra tout à l'heure, mais d'autres, ça sera plutôt au nez qui va couler, derrière ou en avant, avec des remplissages de mouchoirs à n'en plus finir, des yeux qui brûlent, etc. Donc, voilà, c'est la première idée, c'est donc dysfonctionnement du système immunitaire face à un contact avec un allergène. Et dans ce cas des pollens, c'est un allergène s'appelle le pollen. Diapo suivante. Alors, qu'est-ce qu'un pollen? Un pollen, c'est un grain de pollen, c'est l'élément reproducteur de la plante. C'est microscopique, c'est l'organe mâle. Et pour développer, procréer entre guillemets la plante, il va falloir qu'elle trouve une fleur femelle. Pour ça, c'est relativement difficile pour un pollen, puisque la fleur, c'est un petit peu la compétition. Et il faut savoir, pour exemple, qu'une plante comme l'armoise va développer chaque année à peu près 25 milliards de pollens pour pouvoir assurer la pérennité de l'espèce. C'est-à-dire que le hasard des rencontres dans le domaine végétal va faire tout l'enjeu de la survie de la plante. Face à ces pollens qui vont être disséminés dans l'air, pour devenir allergisants, il faut pouvoir les respirer. C'est ce qu'on va appeler donc des pollens anémophiles, qui sont
véhiculés par le vent pour avoir une chance aussi de vous rencontrer vos muqueuses. À l'inverse des pollens de lavande, de châtaignier, etc., qu'apprécient les abeilles, ben, ils les apprécient tout bêtement parce que pour se reproduire, ces plantes ont besoin de transporter leur pollen vers les fleurs femelles et ils sont trop lourds pour être transportés par le vent, donc on va utiliser les abeilles. Donc, vous ne pouvez pas être allergique à des pollens qui sont véhiculés par des abeilles ou autres, mais c'est bien des pollens qui sont dans l'air. Mais diapo suivante. Il est bien évident aussi que ce pollen a son importance, puisque c'est lui que vous reconnaissez, mais la météo va aussi jouer un rôle tout à fait important et déterminant, puisqu'elle va intervenir non seulement dans le déclenchement de la pollinisation, il faut qu'il fasse une certaine degré de température, et certaines conditions de pollinisation, mais en même temps, il faut qu'il puisse atteindre la muqueuse respiratoire, on vient de le voir, donc pollen anémophile. Diapo suivante. Vous avez ici à droite une image donc d'un pollen de graminée, c'est une fléole qui va diffuser son pollen. On voit bien le nuage pollinique derrière. De la même façon, photo suivante, on voit là c'est un pollen de cyprès d'actualité puisque la pollinisation de cyprès débute actuellement et on voit bien la dissémination dans l'air à partir des plantes. Suivante. En microscopie électronique, vous voyez que ces graines de pollen sont relativement petits, ils sont microscopiques, et ce qui leur permet d'avoir un aspect volatile. Et voilà, c'est une photo de microscopie électronique. Chaque pollen est reconnaissable à sa taille, à sa forme, et chaque espèce a un pollen particulier. Et cet aspect-là est important pour la reconnaissance pollinique, vous le verrez tout à l'heure. Diapo suivante. À ce moment-là, si le pollen arrive à pénétrer dans l'organisme par les voies respiratoires, il va provoquer chez la personne sensibilisée une réaction du système immunitaire. Diapo suivante. On va parler, lorsqu'on parle d'allergie, de médecine d'une façon générale, on s'attache toujours au domaine épidémiologique. L'épidémiologie, c'est quoi? C'est l'étude de la fréquence et de la répartition des maladies d'une façon générale. Diapo suivante. Pour apprécier le côté impact de la pollinisation sur l'être humain, il faudrait déjà savoir quels sont les pollens et comment est-ce qu'ils se répartissent dans l'air et dans les saisons. Et pour ça, on a des capteurs de pollen. À Narbonne, nous avons un capteur de pollen qui a été placé par le Réseau national de santé de surveillance aérobiologique, et qui est géré par le Centre de biologie de Narbonne. Et ce capteur est placé sur l'hôtel, Clarion Hôtel, au Moulin du Gant. Il est conçu de la façon suivante, c'est une girouette qui se met toujours face au vent, et puis il y a une fente qui permet au pollen de pénétrer et de s'impacter sur un disque cellulose, et qui tourne sur une semaine. Et au bout d'une semaine, on récupère le tambour, on va pouvoir faire l'analyse des pollens qui sont impactés, et c'est là où intervient donc un palynologue sur Toulouse qui compte les pollens au millimètre carré, les identifie d'abord, et nous permet d'avoir une idée de la pollinisation qu'on a à Narbonne. Ce capteur de pollen est conçu de façon à récupérer à peu près la quantité de pollen qu'est capable d'inhaler une personne sur une journée. Et on voit là, donc, diapo suivante, que ces capteurs de pollen sont répartis un peu partout, bien sûr, en Europe et dans plusieurs endroits, bien sûr, en France. Et les recueils de ces pollens sont centralisés par le Réseau national de surveillance aérobiologique. Et en temps réel, pratiquement à une semaine d'intervalle, nous savons quels sont les pollens qui sont présents dans l'air et leur comptage. Il faut savoir qu'au-delà de 30 graines de pollen par mètre cube d'air, la personne sensible peut présenter des symptômes de type allergique. Diapo suivante. Il faut savoir que tous ces capteurs, et photo suivante aussi, il faut savoir que toutes ces données épidémiologiques donc, recensées par les capteurs sont relayées par des cliniciens. C'est-à-dire que régulièrement, toutes les semaines, nous envoyons au RNSA l'état de nos consultations. Combien d'appels on a eu, combien de patients allergiques au pollen de cyprès en ce moment. Donc, on commence à avoir 20, 30, voire 40 appels par jour. Donc, tout ça est signalé et ça permet au RNSA de faire un petit calcul savant et de déterminer si on est en zone de risque pollinique ou pas.
Au-delà de ces comptages polliniques, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça nous permet de connaître l'évolution de la pollinisation dans le temps. Et, diapo suivante, on peut remarquer qu'en 30 ans, la quantité de pollen a doublé en France et le nombre d'allergies qui en découlent également. Diapo suivante. Actuellement, en France, on compte 20 à 25% d'allergiques, dont 10% au pollen. Donc allergiques respiratoires, hein, j'entends, parce que si on décompte le nombre d'allergiques total en France, on dépasse les 40% actuellement, toutes allergies confondues. Mais voilà. Diapo suivante. Les pollens qui sont les plus fréquemment impliqués actuellement en France, c'est le pollen de bouleau, essentiellement dans le nord, les pollens de graminées partout dans le territoire français et européen, et les pollens de cyprès, c'est tout le pourtour méditerranéen, et les trois pollens se partagent à peu près la majorité des pollinisations auxquelles vous êtes soumises. Par contre, il y a des particularités régionales. On va retrouver d'autres pollens, les herbacées, notamment les pariétaires. On en a quelques-unes ici qui sévissent en automne et qui vont être beaucoup plus préoccupantes pour la région Côte d'Azur. On a des pollens secondaires qui sont les pollens de frêne et d'olivier, qui sont des pollinations assez restreintes dans le temps. Des pollens de chêne aussi, qui en hiver vont donner dans pas longtemps, donner des petits soucis, mais ça reste quand même ponctuel et la majorité des pollinisations, c'est, donc je dis, le bouleau, les graminées et les pollens de cyprès pour le département. Il y a une évolution aussi dans le temps, puisque les pollinisations liées aux facteurs climatiques, réchauffement climatique, sont beaucoup plus présentes dans l'année. Si initialement on disait les pollens de cyprès, c'est février-mars, actuellement on peut avoir des cyprès dès le mois de novembre jusqu'au mois de mai. Donc il y a un étalement dans le temps, un rallongement des périodes polliniques avec des pics relativement importants. Les graminées, c'était mai-juin. On continue à avoir des pollinisations du mois d'avril, maintenant jusqu'au mois de septembre. Diapo suivante. Il faut savoir que l'allergie au pollen altère de façon considérable la qualité de vie d'un nombre de plus en plus grand de personnes, et ce de tout âge. Il n'y a pas d'âge pour devenir allergique. On peut l'être très tôt et on peut aussi l'être très tard. Et, diapo suivante, il y a une petite erreur. Les symptômes évocateurs principaux, on l'a vu tout à l'heure en introduction, ce sont surtout la rhinite, qu'on appelle le rhume des foins. Ce sera également dans les conjonctivites, l'asthme et les manifestations respiratoires. En matière de rhinite, plus de 10 millions de personnes actuellement souffrent de rhinite allergique en France. Et le chiffre atteint très certainement 15 millions d'ici 2-3 ans. L'asthme concerne un enfant sur 5, toute allergie confondue. Mais c'est principalement associé à une allergie aux acariens, mais on retrouve des asthmes de plus en plus fréquents dans les pathologies de type pollinique. Et les symptômes associés, eh bien, c'est l'eczéma, l'urticaire, les réactions alimentaires. On en parlera aussi de façon un petit peu plus détaillée tout à l'heure. L'eczéma rentre dans le contexte des pathologies génétiques, des prédispositions, c'est-à-dire que des personnes qui font de l'eczéma de type atopique feront plus facilement des allergies respiratoires et inversement. L'urticaire, c'est un symptôme comme la rhinite, mais c'est un symptôme d'accompagnement qui n'a pas de spécificité allergologique. C'est un symptôme qui peut accompagner une allergie respiratoire sans que ce soit une allergie au pollen qui le détermine en tant que tel. Et les réactions alimentaires, nous le verrons tout à l'heure par rapport à des allergies croisées, pollen, bouleau et pommes, ou actuellement avec les pollens de graminées et des cucurbitacées, c'est-à-dire pastèques, melons, etc. Diapo suivante. Vous voyez donc à droite maintenant apparaître donc la rhinite, on classe les rhinites en rhinites saisonnières, qu'on appelle maintenant intermittentes, et des rhinites persistantes. Dans le cas des pollens, ce sont des rhinites bien sûr saisonnières, donc classées intermittentes, qui peuvent avoir une courte durée de gène, mais qui va se répéter régulièrement. Cette symptomatologie de rhinite va être sévère ou modérée, légère. Et donc, c'est cette classification qui va nous permettre après de proposer des traitements adaptés à la situation du patient. Diapo suivante.
Comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui définir une rhinite allergique? D'abord, c'est l'expression clinique. Quelle est l'expression clinique d'une rhinite? Éternuement. Ce sont des éternuements en salve, répétés, gênant le patient dans son quotidien, pouvant altérer la conduite, parce qu'éternuer plusieurs fois dans la voiture, ça peut représenter un danger. Ça peut altérer la qualité de vie au quotidien, mais aussi professionnelle, etc. La rhinorrhée claire. Rhinorrhée, ça veut dire que le nez se coule. C'est de l'eau, est clair, c'est pas épais, c'est pas infectieux. Donc c'est de l'eau qui va couler par devant, par derrière aussi, on appellera ça un jetage postérieur, et avoir ça à longueur de journée, ça peut aussi représenter un handicap. Obstruction nasale, c'est normal puisque la muqueuse est altérée, elle est agressée, et bien elle va vouloir se protéger en bouchant l'entrée du nez dont les muqueuses gonflent. Et un prurit nasal sont des démangeaisons nasales, donc qui sont associées après à d'autres symptômes, on verra. Diapo suivante. Pour définir une allergie, une rhinite allergique, il faut non seulement ces symptômes, comme on a vu, sont variables et pas toujours spécifiques, il faut pouvoir les mettre en rapport avec une inflammation liée à la présence d'anticorps et en contact avec un allergène. On ne peut pas, sur personne qui aurait un test positif à l'olivier, s'il est malade ou souffre au moins de septembre-octobre, ça n'a aucune, ce n'est pas du tout une allergie au pollen d'olivier qui s'exprime, c'est autre chose. Donc il faut qu'il y ait une adéquation entre l'expression clinique et le contact avec l'allergène. Diapo suivante. Et lorsque on a bien mis en rapport la pathologie avec l'exposition, on va pouvoir éliminer quand même les autres rhinites. Il faut savoir que 40% des rhinites éternuement, rhinorrhée, obstruction nasale et démangeaisons peuvent être liés à des tumeurs, des polyposes, des granulomes. Voilà. Et donc, il nous faut parfois nous aider d'une exploration ORL spécifique. Et l'idée d'un patient bien pris en charge, c'est une association de confrontation entre la médecine générale qui dépiste, le médecin ORL qui élimine les diagnostics autre et l'allergologue qui va déterminer, confirmer la sensibilisation à l'allergène. Diapo suivante. Je vais vous parler, dans le cas de la rhinite allergique, de plusieurs particularités. On a vu, rhinite, c'est simple, c'est rhume des foins, mais ça peut varier en fonction de plusieurs facteurs et on va voir successivement l'évolution en fonction de la météo, de la pollution, liée au patient, à ses sensibilisations, liées à son profil de patient et les réactions croisées pollen animaux. Concernant la diapo suivante, donc concernant la météo, diapo suivante, il faut savoir qu'en 30 ans, la quantité de pollen, on l'a vu, a doublé en France. C'est lié directement au réchauffement climatique. Et on le voit ici sur un diapo, c'est le comptage des pollens de bouleau. Et on voit que progressivement, depuis plusieurs années, le nombre de pollens en moyenne augmente de façon très régulière. Donc, il y a un impact du réchauffement climatique, il est indéniable, et on le voit clairement donc, sur les capteurs de pollen. Et nous le voyons, nous, en clinique, sur des périodicités beaucoup plus importantes et des pathologies beaucoup plus lourdes parfois. Voilà, une nette augmentation, observe la diapo suivante. Cette augmentation de quantité de pollen, il correspond ici à l'indice de pollen, qui pour nous est un marqueur de changement climatique. Diapo suivante. La pollution. La pollution impacte également l'évolution de l'allergie. Vous avez à droite des photos à microscopie électronique de pollen. Et sur la partie droite, il y a les deux pollens côte à côte. Vous avez le même pollen qui est sorti de la plante dans un milieu rural non pollué, et à côté le même pollen que l'on trouve dans une ville polluée. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que la pollution entraîne un enrobage du pollen, va le déformer, va l'altérer. Et au niveau de la surface de ce pollen, on voit apparaître des micro-fissures. Et sur la photo du dessous, à gauche, celle d'en bas, vous voyez qu'il y a une espèce de petit pore et on voit des particules
sortir de ce pollen. Ces particules, on les voit aussi sur la photo en bas à droite, sur les deux photos de droite, on voit des particules sortir des pollens, et ce sont des particules allergisantes, bien sûr, qui vont être en contact avec notre muqueuse et enrobées parfois par des pollutions diesel, et donc le pollen va aller beaucoup plus loin dans les voies respiratoires, va abîmer la muqueuse, puisqu'il y a des particules d'hydrocarbures dessus. Cette muqueuse altérée va être inflammatoire et va altérer la réponse immunitaire, et ainsi de suite. Donc, on sait au jour d'aujourd'hui que la pollution, bon, c'est connu, hein, mais il fallait le dire, il fallait le démontrer, il fallait le prouver par photo. La pollution altère non seulement la muqueuse respiratoire, elle altère le pollen, et donc elle favorise des contacts qui n'auraient pas dû avoir lieu de façon globale. Diapo suivante. Donc on le voit ici sur toujours cet impact de la pollution. Dans un temps normal, la première colonne, on voit pollen, IgE, mastocyte, donc ce fameux rapport entre la cellule de l'immunité et l'anticorps, qui, lorsqu'il va rencontrer l'allergène, ben, il va effectivement dégranuler et libérer de l'histamine, c'est l'allergie. Mais lorsqu'il y a des pollens pollués, ben, cette allergie s'associe à une inflammation. Et donc, on a allergie plus inflammation. Et ces polluants vont contribuer de leur côté aussi à déclencher une inflammation qui va faire le lit de sensibilisation. En fait, il y a une espèce d'intrication entre les deux phénomènes qui font que l'allergie devient aussi un problème de société et qui devrait nous amener à nous poser peut-être quelques questions. Diapo suivante. Bien sûr, ça concerne aussi la muqueuse respiratoire, ORL et conjonctivale. La diapositive suivante, donc ça tient compte des sensibilisations. Comprenez qu'un patient, s'il est sensible à un pollen, sera moins impacté que s'il est sensible à plusieurs pollens. Donc la sensibilisation du patient va être un des facteurs déterminants aussi de son évolution et des solutions que l'on va pouvoir apporter. Pour illustrer cet aspect, là on a vu, vous allez voir là qu'il y a les pollens d'hiver, de fin d'hiver sur les arbres. On a le bouleau, le cyprès pour chez nous et le chêne et le frêne. Printemps-été, en sachant qu'il y a des extensions d'exposition, ce sont la dactyle et la fléole qui sont non des graminées. Une sensibilisation à l'une de ces deux graminées vous confère une sensibilisation à toutes les graminées, il y a plus de 2000 espèces de graminées différentes. Et en début d'automne, on voit arriver les herbacées. Tout à l'heure, on a parlé de la pariétaire dans le sud-ouest. Ce sont les plantes qu'on voit au niveau des vieux murs qui poussent et qui s'accrochent un petit peu à la peau. L'ambroisie, c'est plutôt la région lyonnaise. Nous n'avons pas d'ambroisie ici encore, pas énormément. Et le plantain, on en voit beaucoup, mais voilà, c'est peu allergisant. Ici, vous avez la diapo suivante, une photo d'une fléole. Donc, dans vos chemins en promenade, vous me connaissez lorsque nous sommes déconfinés, bien sûr, et avant 18h, nous pourrons voir ces plantes-là qui vont pas tarder à polliniser. Les folles avoines aussi, comment on appelle ça, les graminées de type céréalien, donc ce sont des faux blés, entre guillemets. Ensuite, vous avez diapo suivante et diapo suivante, on va avoir les pollens de plantain. On voit cette plante, vous la reconnaissez tous, il y a une espèce de collerette pollinique tout autour de ce cône, et ça pollinise quand même pas mal, mais c'est pas très allergisant. Une particularité, donc aussi, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a la sensibilisation. Vous êtes allergique au cyprès, vous allez souffrir janvier, février, mars. Vous êtes allergique aux graminées, vous allez souffrir mai, juin. Vous êtes allergique aux deux, vous allez souffrir du mois de janvier jusqu'au mois de juin, juillet, sans discontinu. Par quoi? Parce que le pollen de cyprès aura préparé votre muqueuse à réagir à de petites quantités de pollen de graminées, et donc les épisodes vont s'auto-déclencher, et c'est une véritable galère pour un patient. Diapo suivante.
Ça dit, j'ai dit tout à l'heure, ça dépendait aussi de l'allergique. C'est pas forcément que de sa sensibilité, mais aussi de son état. Nous avons deux types de personnes allergiques ou potentiellement allergiques. Ce sont ceux que l'on appelle des patients atopiques, qui ont une prédisposition génétique à faire des allergies, et cette prédisposition les conduit à avoir une évolution clinique un petit peu particulière. Ce sont des enfants qui vont présenter trois types de manifestations: cutanées, respiratoires et digestives. Et ce diapo suivante, on va voir apparaître ici un petit peu le diagramme de ce qu'on appelle la marche de l'atopique. Ce sont des enfants qui naissent, qui présentent des manifestations cutanées de type eczéma des parties courbes, puis des plis, et ils commencent à présenter des troubles gastro-intestinaux de type intolérance alimentaire, intolérance au lait, intolérance c'est essentiellement au lait, des fois aux œufs. Et puis, vous voyez, dans l'évolution, le côté cutané a tendance à disparaître au fur et à mesure du temps. L'allergie alimentaire ou l'intolérance se règle aussi. Et puis, on voit apparaître vers l'âge de 3 ans des manifestations respiratoires et le début des sensibilités. À cet âge-là, c'est plutôt acariens, moisissures ou animaux qui sont dans les maisons. Et vers l'âge de 6-7 ans, on voit apparaître des allergies respiratoires. Ce serait très simple si c'était ça. Et lorsqu'on va prendre la population, diapo suivante, lorsqu'on va prendre toute la population de patients allergiques que l'on rencontre, on voit bien que l'évolution n'est pas toujours la même pour tout le monde. En médecine, on aime bien avoir des tiroirs dans lesquels on puisse mettre des patients. Et vous voyez que ça, c'est la première diapositive, c'est quelqu'un d'atopique, mais qui n'a aucune manifestation, ni cutanée, ni respiratoire, ni ORL, mais qui pourra un jour faire des manifestations cliniques plus tard, quand les conditions seront optimales pour lui. Mais ça reste quand même un atopique potentiel. La deuxième, ce sont des enfants qui ont essentiellement des problèmes respiratoires et cutanés, mais pas de problèmes digestifs, et ainsi de suite. Vous voyez qu'on peut mélanger les genres et avoir toute une série d'évolutions, ce qui fait qu'il ne faut pas stéréotyper les patients. Il ne faut pas donner en exemple toujours ce que nous avons, puisque le voisin peut avoir une pathologie complètement différente, une évolution complètement différente et être tout aussi en galère que vous. Diapo suivante. À côté donc de cette notion d'atopie, nous avons des patients qui ont des rhinites non atopiques. Ça veut dire qu'à un moment donné, leur système immunitaire peut se tromper. Il peut se tromper et développer des anticorps de type E parce que trop c'est trop. Voilà, vous habitez en Alsace, vous êtes alsacien d'origine et vous êtes en contact avec peu de pollen de type graminé, vous n'avez pas de soucis particuliers, et puis d'un seul coup, on vous transplante dans le Midi, et là, vous prenez votre retraite, vous construisez votre maison, vous mettez des cyprès autour parce que c'est bien de s'isoler, et d'un seul coup, 2-3 ans après, vous commencez à avoir des manifestations ORL de type allergique au pollen de cyprès, sans aucune prédisposition, sans aucun antécédent ni personnel ni familial. Ben, on a des rhinites non atopiques qui sont liées à l'excès de contact et un conflit immunitaire authentique. Diapo suivante. On a dit qu'on allait voir aussi la particularité allergie alimentaire ou allergie croisée pollen-aliment. Cette première diapositive, c'est une notion qui est importante, ça permet de valider le concept parce que c'est pas facile d'imaginer qu'on puisse être allergique à une pomme et au pollen de bouleau, à une graminée et à des cucurbitacées, dont pastèques, melons, etc. Et puis d'autres aliments qui arrivent en surcroît. Donc, pour comprendre, il faut se dire que la pomme, ben, c'est le sac qui est en dessous. Vous avez une allergie à la pomme, vous allez avoir une allergie au sac. Sauf que dans ce sac, il y a des billes. Et il y a ces billes qui sont dans les composants de ce sac. Et à côté, vous allez avoir 2 billes isolées qui sont ce qu'on appelle les allergènes spécifiques de la pomme. Avec ces 2 billes-là, vous savez que c'est une pomme. Les autres, ce sont des protéines qui sont partagées avec d'autres végétaux qui ne sont pas spécifiques de la pomme, mais qui peuvent permettre de croiser avec un aliment notamment. Dans le monde végétal, vous avez des croisements qui sont classiques, comme on l'a dit tout à l'heure, la pomme crue avec le pollen de bouleau.
Pourquoi cru? Parce que l'un des allergènes qui croise avec la pomme et le bouleau est un allergène qui est thermo-instable. Donc, vous allez pouvoir manger des pommes cuites, des tartes aux pommes, tout ce que vous voulez, mais vous ne pourrez pas manger de pommes crues sans avoir des petits soucis locaux de picotement qui peuvent aller des fois jusqu'à des sensations quand même assez désagréables. À l'inverse, vous avez d'autres allergènes qui concerneront le croisement avec des allergènes cuits comme crus. Donc, ça ne sera pas la même protéine, ça ne sera pas le même allergène. Et donc, toutes ces particularités, on a la capacité, pour certains, pas pour tous, de déterminer quel est l'allergène croisant et savoir si c'est dangereux ou pas. La noisette, par exemple, qui va croiser avec le pollen de bouleau aussi, a la capacité d'avoir deux allergènes croisants mineurs qui vont déclencher des petites réactions et deux allergènes croisants majeurs qui peuvent entraîner un décès si on mange des noisettes crues comme cuites. D'où le Nutella, sans citer de marque, donc les pâtes à tartiner à base de noisettes et ou autres produits manufacturés peuvent aussi induire des allergies, alors que chez d'autres n'induiront pas parce que ce n'est pas le même allergène qui est responsable. Diapo suivante. Donc, on voit ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, l'allergie au bouleau, ça peut déclencher des réactions allergiques aux pommes, abricots, cerises, kiwis, nectarines, pêches, poires, prunes. Ce sont autant de cas qui ont été déclarés et qui ont fait l'objet d'études. Nous n'avons pas la possibilité, par exemple, pour le kiwi, de déterminer s'il s'agit d'un allergène majeur ou mineur, parce qu'on n'a pas l'outil biologique qui nous permet de le savoir. Pour la noisette, on le sait, mais pour la cerise ou l'abricot, on ne connaît que l'allergène mineur, on ne connaît pas l'allergène majeur. Le bouleau croise aussi avec les légumes, c'est l'anis, les haricots, les carottes, les céleris, les coriandres, vous voyez, je vous laisse lire la liste, et chaque personne va réagir à sa façon, donc il n'y a pas lieu de supprimer tous ces aliments-là, c'est allergique au bouleau, il y a juste à constater que certains ne passeront pas, et ça vous interdira au futur d'en manger, mais en aucun cas il faut supprimer ce qui n'a jamais déclenché de réaction. Parmi les noix, on retrouvera un croisement avec les amandes, les noisettes et les noix. Et les graines, c'est les graines de tournesol. Les graminées croisent avec les kiwis, melons, oranges, tomates. Et quand on dit melon, c'est tous les melons, les concombres aussi. Et l'armoise, qui est un pollen un peu particulier, qui ne déclenche pas d'allergie, en tout cas dans notre région, croise aussi avec la pomme, le melon d'eau, mais un petit peu particulier parce qu'il peut déclencher des réactions de type œdème de Quincke lorsqu'on va manger des carottes ou du céleri. Et cet œdème apparaîtra que si on fait un effort physique. Donc, si vous mangez les carottes, du céleri et que vous allez courir dans l'un, si vous êtes sensible à l'armoise, vous ferez un œdème de Quincke ou une urticaire. Si vous mangez l'un ou l'autre et que vous ne faites pas d'exercice physique, vous ne ferez rien. Ce qu'on appelle des asthmes ou des pathologies induites par l'effort, alimentaire induites par l'effort. Diapo suivante. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à dans toutes ces situations lorsqu'un patient vient nous voir et nous dit je suis allergique à. Le premier contact avec un patient dans ces cas-là, c'est de lui répondre vous présentez quoi comme symptômes. On verra après si c'est de l'allergie ou si ça n'est pas. Donc, l'idée, c'est d'avoir des outils diagnostiques. Le premier outil, on l'a vu, c'est l'interrogatoire. Qu'est-ce qui se passe? Dans quelle mesure il est sensible? Dans quelle mesure il a fait ses réactions? Et rechercher des réactions alimentaires éventuelles, etc. Et on va passer après au domaine un petit peu plus technique, c'est l'exploration par des tests d'allergie. C'est la seule condition avec laquelle on pourra déterminer un diagnostic et une attitude de pratique. Alors, il ne faut pas confondre test d'allergie et pratique gourou. Un test d'allergie, ce sont des tests qui sont faits à partir d'extraits ou à partir des aliments natifs, par exemple, pour l'aliment, mais ils vont pouvoir donner que ce qu'ils sont capables de donner. Donc, il faut connaître la qualité de nos tests et ce qu'ils peuvent dire. Donc, on peut avoir des tests négatifs et avoir une authentique allergie, et donc il faut connaître ses limites. Et voilà. Donc, pour tester le côté respiratoire, on est basé sur le mécanisme IgE dépendant, et ces tests cutanés vont mettre en contact la peau, la diapo suivante,
avec des extraits. Ces extraits sont fournis par des laboratoires, mais nous avons très peu d'extraits. Pour des raisons multiples, l'Agence du médicament a réduit la quantité d'extraits à des produits dont la qualité est connue et reconnue et prouvée de longue date. Donc nous avons à notre disposition des extraits concernant les acariens, le chat, le chien, ils l'ont laissé par souci d'être un peu exhaustif, mais il n'est pas toujours fiable. Nous avons la moisissure alternaria, nous avons les pollens d'arbres, le cyprès, l'olivier, le platane et le bouleau. Nous avons maintenant le frêne qui arrive sur le marché, qui a été autorisé depuis peu. Et en matière d'herbacées, nous avons l'armoise, l'ambroisie, la pariétaire, le plantain. Et en matière de graminées, nous avons le mélange graminé. Donc, on a une quinzaine de tests, pas plus. Donc, si vous voulez savoir si vous êtes allergique au mimosa, je ne peux pas vous le dire. Donc, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'allergie au mimosa en tant que tel, sauf à penser sous un mimosa. Mais voilà. Donc, on a des extraits pour essayer de retrouver le diagnostic. Et c'est ce qu'on appelle une batterie d'allergènes. Diapo suivante. Diapo suivante. Cette batterie d'allergènes, vous voyez, on l'applique sur la peau. Et à l'aide de petits bâtonnets qu'on appelle des prick tests, on va pouvoir faire des tests. Et vous voyez que sur la diapo du bas, on voit apparaître un héritage. En capacité de réagir vis-à-vis de ce pollen-là. Mais si vous êtes allergique au cyprès et que par mutation vous allez vivre à Lille, vous ne serez jamais gêné par votre allergie au cyprès, que vous retrouverez au retour dans le midi. Par contre, vous pouvez acquérir la sensibilité au bouleau et enrichir votre panel de sensibilisation. Diapo suivante. Suivante. Le diagnostic, ensuite, va se faire par la biologie. Beaucoup de médecins, beaucoup de patients aussi aiment bien la biologie parce que ça leur permet d'avoir une visualisation de leur sensibilité. Mais il y aurait beaucoup à dire sur la biologie. Pourquoi j'ai plus... J'ai la fin du diapo. Non, pourquoi j'ai ça? Oui, donc la biologie va vous amener à faire des dosages sanguins. Donc, je vais partir un petit peu en live parce que vous n'avez plus de diapo en fait. La biologie va nous permettre de faire un diagnostic direct des IgE spécifiques. Ce sont des anticorps que vous allez pouvoir doser dans le sang d'un individu. Les laboratoires nous offrent la possibilité de diagnostiquer plusieurs centaines d'allergènes, aussi bien respiratoires qu'alimentaires, mais ces allergènes n'ont pas tous la même qualité, n'ont pas tous la même valeur diagnostique. Au niveau de la médecine générale, il y a des tests qu'on appelle Phagiatop, Trophatop, ce sont des tests de dépistage multi-allergénique. Ils vont pouvoir nous dire, vous êtes allergique à quelque chose, on ne sait pas à quoi, mais vous l'êtes. Et ce sont des tests de dépistage. Une fois ces tests-là sont positifs, c'est le diagnostic allergologique qui va permettre d'identifier, en fonction de la clinique, l'allergène. On va essayer de se cantonner le plus régulièrement, en tout cas, aux allergènes que l'on a à disposition en test, parce que ce sont les allergènes qui vont pouvoir nous donner accès à des traitements dits spécifiques. Mais vous pouvez très bien être allergique au lait d'ânesse, faire une réactivité clinique. Le test au lait d'ânesse existe, monsieur, on prend du lait et on fait le test. Il est positif, on va vouloir confirmer pour avoir ce diagnostic-là, il n'y a pas de souci. Vous êtes allergique aux graminées, on va faire un diagnostic d'anticorps type E spécifique aux graminées. On va avoir la validité comme quoi vous êtes bien sensible à ça et qu'on va pouvoir vous désensibiliser derrière puisque la biologie va nous donner la capacité que vous allez aussi avoir à répondre au traitement. Par contre, faire le diagnostic, vous éternuez, on va faire le cyprès, le bouleau, on va faire une plante par-ci, une plante par-là, le mimosa, la lavande, ça n'apportera rien au diagnostic, ça va renchérir le diagnostic et en fait, ça vous donne de fausses informations. Donc, il faut vraiment être très vigilant à la biologie, c'est un moyen, on va dire, un outil supplémentaire qui nous permet de valider une stratégie thérapeutique de désensibilisation en matière de pollen en tout cas. En matière alimentaire, ça a d'autres intérêts, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc ça, c'était par rapport à la biologie. Attention, ne pas vouloir faire dire ce que la biologie ne peut pas dire et ne pas non plus faire de surdiagnostic biologique. Ça fait savant, mais ça n'apporte rien aux
aux patients d'une façon générale. Tout ça, lorsque c'est terminé, lorsque nous avons fini le parcours diagnostic, le parcours investigation, on se retrouve avec le patient, le dossier à côté, et puis qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut répondre à une attente. Il est venu en souffrance et vous avez une allergie, vous avez un nez qui coule, qu'est-ce que je peux vous proposer? En premier lieu, c'est une façon que j'ai depuis quelques années de traiter ça un petit peu en boutade. C'est-à-dire, voilà, si vous êtes allergique au cyprès, allez vivre à Lille. Il n'y a pas de cyprès à Lille, vous serez tranquille, puisque c'est un conflit, c'est pas une maladie. Donc, c'est vous qui avez mauvais caractère immunitaire, j'entends. Hein. Et donc, cette immunité qui est un petit peu dérangée par le cyprès, si vous ne le rencontrez plus, facile. Vous êtes allergique aux acariens, on quitte le sujet, mais vous allez vivre en la montagne et c'est pareil, il n'y a plus d'acariens, vous serez tranquille. Donc, on ne peut pas déplacer les populations comme ça, c'est dommage. Mais juste pour dire qu'une allergie, c'est le conflit et la solution, des fois, elle est juste à l'éviction. Alors, éviter un pollen, passer entre les mailles, c'est très difficile, surtout dans la région avec le vent qu'il y a. Donc, on recommande aux patients, ben, quand vous sortez, vous allez emmagasiner les pollens. Peut-être qu'il est judicieux de ne pas laisser des barbes de 30 cm, d'avoir des cheveux longs dans les yeux, mais pour la barbe, ça ne les gêne pas, mais pour les cheveux longs, des fois, les dames sont un peu gênées. J'ai beau leur proposer ma coupe, elles ne sont pas intéressées. Donc, il va falloir trouver un moyen, c'est de prendre des douches le soir en rentrant. Ça permet au moins de se débarrasser de pollen, de ne pas passer une nuit avec. Il y a déjà d'autres allergènes qui vous attendent à la maison sans pour autant aller jusque-là. On demande aussi de s'asperger la figure d'eau le plus possible, de se débarrasser des pollens qui s'impactent dans les cils et les sourcils. Ça permet d'alléger la symptomatologie, ça permet d'augmenter l'efficacité des traitements aussi. Voilà, mais ce sont des mesures qui sont de bon sens, mais qui ne sont pas forcément la solution que le patient attend le plus. Il attend d'être soulagé. Et pour être soulagé, on l'a vu, conflit, contact, conflit égale histamine libérée. Histamine, ben, on a des antihistaminiques à notre disposition. Que peut-on penser des antihistaminiques? Ben, on a plus de 40 ans, voire 60 ans de recul par rapport aux antihistaminiques. Il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas d'effet secondaire majeur, il n'y a pas de raison de ne pas prendre des antihistaminiques lorsqu'ils sont nécessaires. Sont-ils tous efficaces de la même façon? Oui, à un moment donné, tous les antihistaminiques sont efficaces, mais pas forcément chez le même patient. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un antihistaminique pendant 10 ans et au bout d'un moment ne plus être on va dire, soulagé par cet antihistaminique et il est licite de passer à un autre antihistaminique. Voilà, donc il y a des adaptabilités de traitement qui sont importantes. On a des nouveaux médicaments qui sont apparus aussi, un traitement local qui associe antihistaminique et corticoïdes. On a tout un panel de solutions qui permettent de bricoler, de soulager, mais des fois c'est suffisant et le patient s'en trouve tout à fait conforté. En sachant que l'évolution spontanée, ça peut aussi être une amélioration pendant 5-10 ans, puis une réapparition. Donc, on n'a pas d'éléments permettant de dire, voilà, j'ai la boule de cristal, vous allez vivre comme ça et finir comme ça. C'est pas possible. Donc, il faut traiter au coup par coup avec des antihistaminiques et ne pas s'en priver. Troisièmement, donc l'allergologue est quelqu'un qui a en sa possession, on a l'impression qu'on a un petit truc chez nous, là, à couvert, qu'on garde jalousement, c'est ce qu'on appelle la désensibilisation. Au jour d'aujourd'hui, la désensibilisation a changé un petit peu d'aspect. Il y a trop de personnes qui ont fait des désensibilisations sur Terre, et puis ça fait quand même plus c'est 100 ans qu'elle existe la désensibilisation au jour d'aujourd'hui. Donc, beaucoup de personnes l'ont fait, chacun a son expérience, chacun a son vécu, et finalement, le fait d'avoir plein d'informations d'autres patients nuit à la désensibilisation. Parce que chacun va pouvoir vous dire, moi ça a été super, c'est fabuleux. D'autres vont vous dire, ben oui, mais moi j'ai été allergique, puis je suis devenu allergique à autre chose à cause de la désensibilisation. D'autres vont vous dire que ça ne marche pas. Alors on a décidé de consensus de proposer aux patients maintenant ce qu'on appelle une immunothérapie spécifique. Ça change le nom, c'est la même chose, mais au moins ça permet d'être un peu plus savant. Cette immunothérapie spécifique a été étudiée, ça a fait l'objet de méta-analyses, et au jour d'aujourd'hui, depuis l'année 2000 et a fortiori en 2020, c'est devenu le traitement curatif de l'allergie.
Mais attention, c'est pas le curatif de n'importe quelle allergie. C'est pas le vaccin de l'allergie. C'est pas quelque chose qui va arrêter tout et faire tout disparaître. Ça va être une désensibilisation dite spécifique. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, on ne peut pas, pardon, traiter quelque chose de façon globale. On va traiter l'allergène par allergène. Donc quelqu'un qui est monosensible à un cyprès ou une graminée, on va pouvoir lui proposer une désensibilisation sans problème avec des chances de réussite de l'ordre de 90%. Donc c'est pas rien, ça dure 3 ans, mais on arrive à bien gérer la situation. Deuxièmement, vous allez avoir une personne qui est polyallergique. Il a 2 pollens, on va pouvoir faire une désensibilisation avec 2 pollens lorsque c'est, mettons, cyprès graminé, parce qu'ils sont l'un derrière l'autre et on arrivera à avoir des résultats tout à fait probants. Si là-dessus, vous mettez une allergie au chêne, une petite sensibilisation au bouleau, dont en Arbonne, on ne désensibilise pas au bouleau, mais dans d'autres régions, bien sûr, et aux frênes et compagnie, ce sont des sensibilités accessoires pour lesquelles nous n'avons pas de désensibilisation à proposer. On n'a pas de produits efficaces, on n'a pas de produits qui ont été étudiés, donc on ne peut pas désensibiliser à tout et à n'importe quoi. L'olivier, je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est un pollen qui est assez lourd. Il vole, est anémophile, mais il ne va pas très très loin, mais il peut entraîner des sensibilisations chez les personnes qui vivent autour d'oliviers ou qui travaillent dans les oliveraies. Il n'y a pas de sensibilisation pour l'instant efficace, et ce d'autant que la pollinisation ne dure pas longtemps, c'est 3 semaines à peu près. On ne va pas désensibiliser 3 ans quelqu'un pour 3 semaines de pathologie où le traitement médicamenteux sera largement suffisant. Donc, voilà, c'est un message que je voulais faire passer, c'est que la désensibilisation est un traitement curatif, il s'intègre dans une stratégie de prise en charge des allergiques, mais ça n'est pas pour tout le monde, parce que nous n'avons pas disponibilité des produits, de tous les produits qu'on voudrait avoir. On aimerait pouvoir désensibiliser à tout, mais voilà, malheureusement, on ne peut pas en matière de pollen. Un petit scoop qui n'a rien à voir avec le pollen, depuis quelques semaines, nous pouvons maintenant désensibiliser au chat. C'est juste une parenthèse, ça fait 30 ans d'installation. Pour moi, 30 ans que je dis aux patients de se débarrasser de leur chat de façon amicale, et ils ne font pas, bien sûr, parce que ils n'ont pas à le faire, mais là, on pourra les soulager, et les vétérinaires aussi. Voilà, donc vous voyez que c'est un monde qui évolue, c'est un monde qui avance petit à petit, au gré des techniques, au gré de nos possibilités de diagnostic, de traitement, et il y a une course entre plus d'allergies, plus d'allergènes, plus de sensibilité, et voilà, donc l'avantage de l'allergologie, c'est que c'est une discipline qui est ouverte vers l'avenir, multidisciplinaire, parce qu'elle touche beaucoup de domaines, et à laquelle j'aurais consacré toute une vie. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, et je reste à votre disposition en cas de questions que vous pourrez transmettre à notre équipe. Merci, au revoir.